Parfois, une certitude qu'on pensait gravée dans le marbre se fissure en une fraction de seconde. C'est l'histoire d'une de ces fissures qui a commencé avec un simple texto, un matin comme les autres. Une histoire qui bouscule un peu tout ce qu'on croit savoir sur le temps, la santé, et cette fameuse phrase « on est trop jeune pour ça ». Tout a commencé avec ces quelques mots. C'est court, c'est direct, sans fioriture, et ça semble venir d'une autre planète. Un AVC, pour une amie, c'est le genre de mots qu'on réserve aux grands-parents, pas à quelqu'un qui a une énergie folle et qui va courir le dimanche. Et voilà, le chiffre qui fait tout basculer. 34 ans. Ce n'est pas un âge pour faire un AVC, enfin, c'est ce qu'on a toujours cru. C'est ce chiffre qui est le point de départ de notre analyse aujourd'hui parce qu'il nous force à nous poser une question toute simple. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors le choc du début, il se transforme très vite en besoin de comprendre. Et c'est à l'hôpital, au milieu de l'anxiété ambiante, qu'une petite phrase d'un médecin va donner une toute autre perspective à cette histoire très personnelle. Ce qui est frappant dans cette phrase, c'est son ton. Ce n'est pas une exclamation, c'est un constat clinique, presque factuel. Pour le personnel médical, l'histoire de Nora, ce n'est pas une anomalie. C'est juste une confirmation de ce qu'il voit tous les jours. C'est la question que tout le monde se pose, non ? L'objection logique. On a été conditionné pendant des décennies à voir l'AVC comme quelque chose qui arrive très très tard dans la vie. Alors, comment on fait le lien entre cette image et ce qui se passe vraiment aux urgences ? Ok, regardons ce graphique. Il résume très bien la situation. Oui, globalement, les personnes de plus de 65 ans font toujours beaucoup plus d'AVC. Ça ne change pas. Mais le point crucial, ce qui doit nous alerter, c'est la tendance. Chez les moins de 55 ans, la courbe grimpe beaucoup plus vite qu'avant. Le problème, ce n'est pas que les jeunes en font plus que les aînés, c'est que leur risque augmente plus rapidement qu'auparavant. Bon, si le risque augmente, c'est que quelque chose a changé. La grande question, c'est pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Et la réponse, en fait, elle n'est pas unique. C'est plutôt une accumulation de plein de petites choses, une sorte d'effet boule de neige silencieux. Le neurologue de Nora a utilisé cette métaphore. Et franchement, elle est parfaite. L'hypertension, c'est le facteur de risque numéro 1. Mais son problème, c'est qu'elle ne fait aucun bruit. Elle ne fait pas mal, on ne la sent pas. C'est l'invité qui s'installe chez vous en silence et qui commence à abîmer les murs sans que personne s'en rende compte. Pour faire simple, voilà ce qui se passe. Imaginez qu'à chaque battement de cœur, le sang tape un peu trop fort contre la paroi des artères. Au début, ça va. Mais à force de répéter ça jour après jour, les parois s'usent, elles deviennent plus rigides, et c'est là que les problèmes commencent. Caillots, ruptures. Et le pire, c'est que beaucoup de jeunes adultes ne mesurent jamais leur tension. Ils pensent que ce n'est pas un sujet pour eux. Et d'où elle vient cette hypertension ? Eh bien souvent, de nos habitudes. Le sel caché partout dans les plats préparés, le sucre dans les boissons qui nous donnent un coup de fouet, les journées entières assises devant un ordinateur. Notre corps, lui, il ne fait pas de sentiments. Il additionne tout. Chaque petit écart, chaque mauvaise habitude, ça compte. Ça, c'est une autre pépite du neurohag. Et cette phrase, elle change complètement notre façon de voir le sport. On a souvent une vision un peu binaire. Soit on est un grand sportif, soit on est sédentaire. Mais en fait, le corps ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est exactement ça. Courir un semi-marathon le dimanche pour compenser une semaine sans bouger, c'est bien, mais c'est moins protecteur que de simplement marcher 30 minutes tous les jours ou de s'élever de sa chaise toutes les heures. La vraie prévention, ce n'est pas l'exploit. C'est la constance, la régularité. Ah, voilà un autre grand coupable qu'on oublie tout le temps. Le sommeil. On le voit comme une variable d'ajustement. On se dit « je dormirai plus tard, je récupérerai ce week-end », sauf que c'est un très mauvais calcul. Quand on manque de sommeil, on ne fait pas que bâiller. On déclenche une vraie réaction en chaîne. La tension artérielle a tendance à monter. L'appétit se dérègle. On a soudainement envie de choses très sucrées, très grasses. On a moins d'énergie, donc on bouge moins. Bref, c'est un cercle vicieux. Et ça peut même cacher des problèmes plus graves, comme l'apnée du sommeil, un vrai facteur de risque. Cette phrase de Nora, elle est tellement vraie qu'elle est presque douloureuse. Elle nous amène au dernier grand facteur de notre mode de vie, le stress chronique. Celui qu'on n'appelle pas stress, mais plutôt ambition, performance, réactivité. Le mot-clé ici, c'est vraiment amplificateur. Le stress seul ne va pas provoquer un AVC, mais il va rendre tous les autres facteurs beaucoup plus dangereux. Quand on est stressé, on dort mal, on mange n'importe comment, on n'a ni le temps ni l'énergie de bouger. Le stress, c'est un peu le carburant qui alimente tous les autres problèmes. Bien sûr, il faut être juste, le mode de vie n'explique pas 100% des cas. Il existe aussi des causes plus médicales, plus spécifiques aux jeunes, une déchirure de la paroi d'une artère, une malformation cardiaque qui n'avait jamais été détectée, des troubles de la coagulation. Mais même dans ces situations, un bon mode de vie reste un facteur de protection important. Comprendre pourquoi le risque augmente, c'est une chose, mais savoir quoi faire si ça arrive, c'en est une autre. C'est peut-être même le plus important. Et là, le plus grand danger, c'est notre propre cerveau. C'est le déni. C'est la phrase que Nora a prononcée.
Et c'est la phrase que presque tout le monde se dit. Face à un symptôme bizarre, notre premier réflexe est de le rationaliser. Ah, c'est la fatigue. C'est le stress. On cherche l'explication la plus simple, la moins effrayante. Sauf que dans le cas d'un AVC, chaque minute perdue est cruciale. Ce réflexe de se rassurer, c'est un piège. Heureusement, il existe un moyen très simple de ne pas tomber dans ce piège. Un acronyme facile à retenir. V-I-T-E. V pour visage. Est-ce qu'un côté du visage s'affaisse? I pour incapacité. Est-ce qu'un bras tombe quand on essaye de lever les deux? T pour trouble de la parole. Est-ce que la personne a du mal à parler ou à comprendre? Si un seul de ces signes est présent, la dernière lettre E, c'est pour extrême urgence. On n'attend pas, on n'hésite pas, on appelle les secours. Immédiatement. Après le choc, après l'urgence, il y a la reconstruction. Et pour Nora, comme pour nous tous, ça passe par une nouvelle façon de voir les choses. Voir la prévention non pas comme une punition, mais comme un acte positif. Le chemin de Nora vers la guérison est une formidable leçon de simplicité. Pas de régime miracle, pas de programme sportif inhumain. Non. Juste des micro-changements. Cuisiner un plat simple au lieu de commander. Se lever de sa chaise de bureau de temps en temps. Marcher juste pour le plaisir. Apprendre à dire non. Ce sont des petites actions, accessibles, durables, mais qui, mises bout à bout, changent tout. C'est peut-être la plus belle idée à retenir de toute cette histoire. Faire de la prévention, ce n'est pas se priver de choses qu'on aime. C'est se faire un cadeau. C'est faire un petit quelque chose aujourd'hui pour remercier la personne qu'on sera dans 10, 20 ou 30 ans. C'est un acte de bienveillance envers son propre futur. Et c'est la question que cette analyse nous laisse. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain. C'est juste choisir une chose. Une toute petite chose. Boire un verre d'eau en plus, marcher 10 minutes à la pause déjeuner, se coucher 15 minutes plus tôt, mesurer sa tension une fois par an. Juste un petit pas. Le premier pas de cette histoire d'amour avec le futur.